À tous. Donc, on va commencer cette conférence où il y aura plusieurs intervenants pour donner des informations sur cette campagne de Mars Bleu. Donc, avant, je voulais remercier tout le monde, enfin, en tout cas, les gens qui sont présents là, tous les partenaires, en tout cas, aussi locaux qui nous permettent aussi de pouvoir faire cette activité. Le laboratoire Eticom, puisqu'ils sont venus nous donner un colon gonflable là, pour faire le dépistage, en tout cas cet après-midi de 14h à 18h. Donc il y avait des activités qui concernaient le dépistage sur le cancer du côlon. Donc je vais vous présenter. C'est vrai, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de caméra en cours et tout ça. Si vous avez des questions, effectivement, on les posera après. Quand chaque intervenant aura fini, on posera à la fin. Vous pourrez comme ça poser des questions. Ça vous permet d'écouter, en tout cas, les différents intervenants. Comme ça peut maturer un petit peu les questions ou les questionnements que vous pouvez avoir par rapport aux différents intervenants qu'il y aura. Donc, n'hésitez pas. Et donc, au programme, je vais vous dire. Donc, tout d'abord, nous avons en introduction le docteur Elisabeth Angot-Rigol, donc qui va vous parler de dépistage organisé sur du cancer colorectal. En deuxième point, donc, on a le docteur Gauthier qui va venir vous parler du dépistage du cancer. Le docteur Maël Chaleret-Durieux qui va vous parler de la chirurgie colorectale. Donc après, le docteur Galade Bernard qui va vous parler le futur de la radiothérapie. On retrouve un peu l'historique et le futur. C'est ça, l'historique, le futur, en tout cas tout ce qui est autour. Il y a certainement un point sur l'intelligence artificielle, certainement. Donc voilà, après, je vais vous parler de quelque chose qu'on a mis en place là, depuis janvier, qu'on a maturé depuis octobre, qui s'appelle Guidance, qu'on a mis en place sur Calabé, sur la chimio, donc sur l'amélioration de la prise en charge, en tout cas où on incorpore les usagers qui vont nous permettre de nous donner des retours d'expérience et qu'on puisse, nous, en tout cas, utiliser avec les patients et les soignants pour qu'on puisse améliorer les pratiques. Donc ça, vous verrez plus tard. Et sur les bilans de la stomathérapie qu'on a mis en place depuis janvier, qu'on a commencé en octobre, mais qui est vraiment effectif en janvier sur la prise en charge de la stomathérapie, donc autour de la stomie. Donc on a mis un parcours qu'on appelle un hôpital de jour où les gens viennent en ambulatoire sur la journée et qu'on prend en charge, en tout cas par rapport à la future stomie, s'il y a une chirurgie qui a nécessité la mise en place d'une stomie, en tout cas digestive. Et on finira par des remerciements. En tout cas, Monsieur Yann Baudou n'est pas là, donc ce sera Isabelle Vernis qui vous fera le mot de la fin. J'ai laissé la place à Madame Angot-Rigol. Je vous en prie. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Elisabeth Angot-Rigol, je suis médecin coordonnateur sur la structure de coordination des dépistages organisés des cancers, donc au niveau du Lot-et-Garonne. Du coup, juste pour faire quelques présentations sur le site, si jamais vous ne connaissez pas le CERF-CDC, parce que c'est une ressource à la fois pour les usagers et aussi pour les professionnels de santé. Avec un accueil principalement téléphonique sur les questions des dépistages, avec les coordonnées que vous voyez. On a un rôle à la fois dans la sensibilisation et l'information des populations, mais aussi auprès des professionnels de santé, sur le suivi épidémiologique des dépistages, et puis aussi la qualité du dispositif des dépistages, donc que sont cancer du sein, cancer colorectal et cancer du col de l'utérus. En l'occurrence, Mars Bleu, c'est le cancer colorectal. Donc, on va parler un petit peu du cancer colorectal. Donc, pour rappel, le dépistage en fait d'un cancer, il vise à détecter des anomalies à un stade précoce chez des personnes qui sont asymptomatiques. Donc, ça, c'est pour rappel. À partir du moment où il y a des symptômes, on n'est plus sur du dépistage organisé. Donc,
pourquoi un dépistage organisé au niveau du cancer colorectal? Donc, c'est un cancer qui est fréquent et qui est grave. Le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme et le troisième chez l'homme, avec un impact aussi en termes de mortalité, donc avec plus de 17 000 cancers par an et plus de 47 000 cas de cancers colorectaux par an également. L'intérêt, c'est qu'on peut détecter des lésions à un stade précoce. Donc, à la suite du dépistage organisé, on réalise une coloscopie s'il y a un test qui est positif et qui permet de retirer des lésions qui pourraient éventuellement évoluer vers un cancer, voire des cancers à un stade précoce. Donc, ça, c'est l'intérêt du dépistage de ce cancer. On a un test qui est accepté par la population, qui est non invasif, qui est un test sur une analyse de sang sur les selles qui ne se verrait pas à l'œil nu, qui est fiable, qui est indolore, qu'on peut faire chez soi, donc qui est pris en charge aussi à 100% dans le cadre du dépistage organisé. Et on a des traitements qui sont efficaces à un stade précoce du cancer, avec une survie supérieure à 90% à 5 ans en cas de prise en charge à un stade précoce. Malgré tout ce qu'on vient de dire, la participation à ce dépistage reste faible et en baisse sur le Lot-et-Garonne. Donc, on est à 30%. On était à 37, on descend à 30% a priori sur les chiffres là, les plus récents. Donc, il y a un certain nombre de freins qui sont déjà identifiés sur le pourquoi du comment, pourquoi les gens ne se dépistent pas. D'autant plus qu'en termes d'accessibilité, on peut se procurer le test assez facilement maintenant, puisqu'il y a 73% des pharmaciens du Lot-et-Garonne qui sont formés à la remise de kits. Donc, toujours chez le médecin traitant aussi, le gastro-entérologue, le gynécologue, et puis avec la commande en ligne aussi également. Donc, c'est un dépistage qui s'adresse aux personnes de 50 à 74 ans, donc qui sont dits à risque moyen. C'est un dépistage qui est à faire tous les 2 ans. Donc, il y a une importance de la régularité puisqu'on recherche du sang dans les selles et les polypes qui peuvent être détectés ne saignent pas systématiquement. Donc, si on loupe des saignements à un test, ça peut être rattrapé par un autre test. Donc, il y a une importance de cette régularité dans les dépistages. Et donc, comme on le disait, la coloscopie est à réaliser en cas de test positif. Donc, il y a des questions qui sont posées par rapport à l'éligibilité avant la délivrance du kit. Donc, s'il y a des symptômes qui seraient évocateurs d'un éventuel cancer colorectal ou où il faudrait aller explorer plus comme du sang visible à l'œil nu dans les selles ou des selles qui sont noires du fait qu'il y a du sang digéré ou des douleurs abdominales inexpliquées ou des troubles du transit qui sont inexpliqués également ou une anémie, un amaigrissement, etc. Donc là, ça indique qu'il faut aller consulter le médecin et on ne réalisera pas le test tout de suite. On ira d'abord voir son médecin. Également, s'il y a des facteurs de risque dans la famille ou personnel de maladies colorectales, d'adénome, de cancer colorectal ou des mutations génétiques en faveur d'une polypose, enfin, certaines maladies qui touchent au niveau du côlon ou bien les maladies inflammatoires chroniques intestinales comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Donc, tout ça, c'est pour vous dire juste que, en fait, ça s'adresse à la population entre 50 et 74 ans, mais il y a quand même des questions qui sont à poser avant de délivrer un kit. Donc, si vous avez entre 50 et 74 ans, vous recevez l'invitation. Donc, c'est plus le centre, nous, qui envoie les invitations, c'est l'assurance maladie, c'est géré au niveau national. Et en fait, vous allez recevoir une invitation par voie papier et puis éventuellement des relances par voie dématérialisée sur le compte Amélie, si jamais vous avez un compte Amélie. Il y a 2 relances après une invitation si on ne fait pas le dépistage. Vous allez aller récupérer le kit de dépistage, du coup, comme on l'a dit. Et puis, lire le mode d'emploi. Et c'est donc un prélèvement de sel. C'est assez rapide, hein, facile à faire. J'en ai pris avec moi, donc s'il y en a que ça intéresse de regarder à la fin. Voilà. C'est un test qu'à faire en début de semaine et surtout, ça, les personnes ne savent pas forcément, mais vous pouvez même vous présenter, que ce soit en pharmacie ou auprès d'un médecin, sans invitation.
L'invitation n'est pas obligatoire en fait pour faire ce test. Ce qui change, c'est juste qu'on va devoir remplir toute la fiche d'identification. Donc, le kit de dépistage, il se présente ainsi. Donc, surtout des warnings à avoir. Il faut bien vérifier la date de péremption du kit parce que si jamais le kit est périmé, le laboratoire ne va pas analyser. Il faut bien mettre la date de réalisation du test et l'identification en collant l'étiquette sur le petit tube et à faire en début de semaine parce que le labo a 6 jours pour analyser le test. Donc, de préférence, soit vous faites le dimanche soir, vous le postez le lendemain, ou le lundi ou le mardi maximum. Et le dispositif de recueil de sel est dégradable, donc on peut le mettre dans les toilettes. Donc voilà, c'est Mars bleu, mais le dépistage du cancer colorectal, c'est toute l'année. Comme vous l'avez vu, les chiffres de dépistage, ils sont pas très, très bons. Donc voilà, on est tous à se mobiliser pour ça. Et donc la population aussi se mobilise pour se dépister. Et ça sauve des vies. Donc, il faut y aller. Merci. Notre prochain intervenant n'étant pas là, Docteur Gauthier va arriver après. Nous allons passer. J'essaie de vous mettre sur. Non, ça c'est le docteur Chaleret. C'est après, je pense, pour vous. On fait du spoil. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment désolé, mais là. Voilà, retour vers le futur de la radiothérapie. Je vous en prie, docteur Bernard Faure. Bonjour. Enchanté, merci de venir ce soir. Docteur Bernard Faure, je suis oncologue radiothérapeute. Je viens d'arriver sur Agen. Moi, j'ai fait ma formation en Suisse. Après, je suis parti 1 an au Canada. Et j'arrive dans le Lot-et-Garonne pour discuter avec vous aujourd'hui. C'est ça. Exactement. Donc, voilà un petit peu la diaporama. Je ne sais pas si tout le monde a déjà vu ce film, mais en tout cas, le concept, le synopsis, c'est de faire un peu un voyage dans le temps au niveau de la radiothérapie. Ce qu'il faut se dire, c'est que la radiothérapie, c'est vraiment une discipline assez récente par rapport au reste des spécialités médicales comme la chirurgie qui existe depuis l'Égypte antique. Nous, la radiothérapie, c'est quelque chose qui date de un peu plus de 150 ans. Juste avant de parler de la radiothérapie, on va d'abord parler de cancer. Savoir ce que c'est un cancer, il faut d'abord comprendre ce que c'est le fonctionnement d'une cellule normale. Une cellule normale, en fait, a dans son programme génétique une mort programmée qu'on appelle l'apoptose. À partir d'un certain nombre de divisions, elle va elle-même, entre guillemets, mourir pour laisser la place à des nouvelles cellules. Les cellules du cancer partent en fait d'une cellule saine qui a une modification génétique par, on va dire, l'environnement ou par un gène familial qui fait qu'en fait, ce gène d'apoptose va finalement plus être opérationnel. Donc, en fait, elle va pouvoir se diviser à l'infini. Et c'est comme ça qu'en fait, ça crée les tumeurs cancéreuses. Les modalités de traitement des cancers en général ou dans les cancers colorectaux sont finalement de 3 types. Il y a la chirurgie, dont mes collègues vont parler un peu ultérieurement. Les traitements systémiques, donc c'est tout ce qui est chimiothérapie, soit intraveineuse ou par les comprimés, ou la radiothérapie. En fonction des cancers et des différents types de cancers, l'ordre et les modalités de traitement varient. Donc ça peut être chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie ou les traitements un peu combinés. Mais moi, je vais vous parler de la radiothérapie. Donc, c'est quoi la radiothérapie? Donc, comme son nom l'indique, il y a radio et il y a thérapie. En fait, radio, c'est qu'on utilise des rayons, des rayonnements, principalement des rayons X, ça peut être des électrons, des protons, qui sont à forte énergie, qu'on va concentrer sur la zone qu'on veut traiter, donc la lésion cancéreuse. Et ces rayons, en fait, vont engendrer des cassures des molécules d'ADN, justement des cellules tumorales. Comme elles ne prennent pas le temps de se réparer parce qu'elles veulent toujours se diviser, finalement, en cassant leurs molécules d'ADN, on arrive à les tuer. L'appareil de radiothérapie ressemble à ça. Donc, plus en détail, en fait, on a ce qu'on appelle, c'est un peu technique, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais
dans le bras, on a un accélérateur à électrons qui se projette en fait sur une cible qui va produire des rayons X à haute énergie. Et ces rayons-là, on va les concentrer sur la zone qu'on veut traiter, donc en fonction de l'anatomie des patients. Donc finalement, hop, on arrive à éliminer ces tumeurs. Et donc ça existe depuis combien de temps? J'avais déjà un petit peu spoilé. Hop, on remonte le temps avec notre DeLorean en 1895. C'est le professeur Röntgen, un professeur allemand qui étudiait à l'époque en fait les rayonnements cathodiques, qui un jour a découvert qu'un certain rayonnement, il n'arrivait pas à l'expliquer. C'est pour ça qu'il a utilisé le terme rayon X, X pour l'inconnu mathématique. Et courageusement, il a demandé à sa femme de mettre sa main devant un film photographique, et c'est le premier rayon, la première image du rayon. Voilà. Donc là, c'est une image très célèbre, en tout cas dans le milieu médical, mais voilà, je comptais. Ce qu'il faut se dire, c'est que déjà 1 an plus tard, c'est docteur Despeigne, un médecin lyonnais, qui a utilisé justement ces rayons X en se disant il y a peut-être une utilité au niveau oncologique pour traiter une tumeur superficielle de la peau, avec un certain succès, entre guillemets. Et puis, voilà. Après, on ne peut pas parler de radiothérapie sans parler de la radioactivité. On va dire que radiothérapie et radioactivité, c'est un peu des frères et sœurs. La radiothérapie, en fait, on produit des rayons X. La radioactivité, en fait, ça part d'une molécule, le radium ou d'autres, qui est instable, en fait, atomiquement parlant, et qui, en voulant se stabiliser, va émettre un rayonnement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on fait la distinction entre radiothérapie et radioactivité. Et la radioactivité, on l'utilise dans les traitements de curithérapie. Justement, on prend dans les curithérapies de prostate, on peut faire le col de l'utérus ou parfois les cancers ORL, où finalement, on met en place une aiguille avec voilà, une petite molécule radioactive qu'on retire après dans un second temps. Donc, c'est vraiment la distinction entre les deux qu'il faut bien connaître. Puis après, dans les années 1930, c'est là où on se développe les premiers appareils vraiment dédiés pour la radiothérapie. Bon, on ne connaissait pas trop à l'époque les modalités de radioprotection, mais voilà. Et puis, c'est dans les années 74, avec le développement du scanner, qu'on fait une radiothérapie qu'on appelle 3D, où en fait, on faisait ce qu'on appelle des champs tangentiels. Et à la jonction de ces champs-là, on avait la forte dose de radiothérapie. Là, on le voit bien justement, c'est un cancer du rectum, où on a la boîte un peu rouge, c'est la forte dose de radiothérapie, et les couleurs un peu vertes et bleues qui sont les plus faibles doses. Et là, on arrive dans les années 2000 où on développe vraiment plus une radiothérapie de précision avec ce qu'on appelle l'IMRT, c'est la radiothérapie avec modulation d'intensité, où finalement, chaque faisceau de radiothérapie sont concentrés sur la zone qu'on veut traiter. On arrive à moduler l'intensité de ces rayons pour vraiment épargner les organes à risque à côté. On a tout un système justement de lames qui s'ouvre et qui se ferme pour justement réussir à faire un shape du traitement qu'on veut réaliser. Voilà. Et vous allez me dire, hop, en 2024, qu'est-ce qu'on fait? En 2024, on a justement l'IMRT, je viens d'en parler. On développe aussi de plus en plus ce qu'on appelle la radiothérapie stéréotaxique, qui n'est pas forcément dans le cas du cancer du côlon, mais souvent plus pour les métastases pulmonaires ou cérébrales, où là, l'avantage, c'est qu'en fait, on donne d'énormes doses de radiothérapie sur un tout petit volume qui permet d'épargner énormément les organes à risque à côté et permet d'avoir un contrôle tumoral extrêmement important. On réalise également de la radiothérapie avec ce qu'on appelle le gating. Le gating, c'est finalement, on enregistre la respiration du patient, donc ça nous permet de suivre vraiment les mouvements de la tumeur pendant les traitements. Voici les différents appareils actuellement qu'on a en radiothérapie. Sur Agen, on a principalement ces appareils-là qui s'appellent les Truline, qui sont les Truline de dernière génération. On a les appareils comme ceux-ci. Là, ça c'est plus à Bordeaux et à Toulouse, qui est dédié vraiment pour la radiothérapie stéréotaxique, c'est donc les fortes doses sur les tout petits volumes. Ça, en fait, c'est un appareil qui est, pour la petite histoire, qui a été en fait détourné de l'industrie automobile. C'était des appareils qui étaient faits en fait pour peindre les carrosseries de voitures, parce qu'ils arrivaient vraiment à se déplacer dans
360 degrés de l'espace, et sur lequel, en fait, on a intégré un accélérateur linéaire et sur lequel on arrive à faire la radiothérapie. Et donc, quand on regarde sur Internet, vous verrez souvent des vidéos sur YouTube, l'appareil vraiment tourné tout autour du patient sans jamais le toucher. Et donc, non, c'est un très bel appareil. Puis après, on a des appareils comme ça qui ressemblent un peu à des scanners, sur lesquels parfois sont montés des IRM intégrés. Donc, c'est ce qu'on appelle l'MR-Linac ou sinon les tomothérapies. On ne peut pas parler en 2024 de radiothérapie ou de médecine en général sans parler un petit peu d'intelligence artificielle. C'est un peu la thématique de nos années présentes. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? On en entend beaucoup parler. D'après Larousse, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Pour comprendre ça, il faut se dire que la thématique de l'intelligence artificielle, en fait, dans cette thématique-là, on a ce qu'on appelle le machine learning, donc l'apprentissage des machines. Et dans cette thématique du machine learning, on a ce qu'on appelle le deep learning. Je vais d'abord expliquer succinctement un petit peu ce que c'est le machine learning, si jamais vous êtes amené à entendre ou à vous y intéresser. Donc, en fait, c'est un système qui permet en fait à la machine d'apprendre par un pôle de données vraiment importante ou un pôle d'exemples. Il y a différents types d'apprentissage. Et je vais vous donner un petit exemple. Donc, en gros, on a un pool de données qu'on va répartir d'une part en données pour entraîner la machine à reconnaître voilà, imaginons des scanners du thorax et on veut reconnaître si ce nodule-là est pathologique ou s'il est bénin. Et on prendra aussi un groupe de données qui seront la donnée de test. Sur ce pool de données d'entraînement, c'est des données qu'on appelle labellisées, c'est-à-dire que, pour là j'ai pris l'exemple chien et chat, c'est peut-être plus parlant, mais on dit à la machine, bah, cette image-là c'est un chat, cette image-là c'est un chien. Si on prend sur le côté médical, on pourrait dire, bah, ce nodule pulmonaire-là est pathologique, ce nodule-là ne l'est pas. Et avec un nombre de données extrêmement importantes, on entraîne notre logiciel. Le logiciel, on l'appelle le modèle en fait. Et puis après, on teste ce modèle. Ah, j'avais oublié on teste ce modèle sur nos données tests. Les données tests, c'est finalement des données qui ne sont pas labellisées. Donc, on donne juste une image de scanner et on demande à l'appareil de dire bah, est-ce que pour toi, c'est pathologique ou pas? Et puis, c'est comme ça qu'on arrive à voir si le logiciel est performant ou pas. Donc, ce qui permet vraiment finalement de gagner aussi un certain temps sur certaines interprétations. Après, dans un apprentissage ce qu'on dit plus profond, le deep learning, l'apprentissage profond, ça c'est aussi une modalité d'intelligence artificielle qui est un petit peu plus complexe, mais c'est une méthode d'apprentissage automatique qui s'inspire vraiment du fonctionnement du système nerveux humain. En fait, on reprend un peu le principe des neurones, où le neurone en fait a des dendrites par lesquelles les informations rentrent et un axone par lequel elle va transmettre son information. Et donc en fait, là, on part sur des données qui ne sont pas labellisées. Donc, en fait, c'est le logiciel lui-même qui va lui-même faire ses interprétations en analysant l'image pixel par pixel. Et en fait, avec ces différentes couches de neurones artificiels, le logiciel arrivera à distinguer des différents groupes de patterns pour dire bah, possiblement ceci, c'est peut-être plus pathologique, ceci a l'air peut-être plus sain, entre guillemets, ou moins pathologique. Voilà, je ne veux pas rentrer non plus trop en détail parce que de toute façon, je ne suis pas aussi ingénieur IA ou autre, mais c'était pour à peu près toucher un peu du doigt comment ça marchait et les différents topics. Voilà. En 2024, avec l'intelligence artificielle en radiothérapie, ce qu'on utilise actuellement sur Agen, on a le contourage automatique. OAR, c'est pour les organes à risque, c'est-à-dire que nous, le patient est scanné pour faire le traitement de radiothérapie. Et en fait, on lance le logiciel qui nous fait un contourage tout de suite des poumons, œsophage, trachée et autres, ce qui vraiment nous permet de gagner énormément de temps pour le traitement sur le workflow. Et donc ça, c'est extrêmement, extrêmement bénéfique. On n'a pas encore de système de contourage automatique de tumeurs, mais ça devrait possiblement aussi être un des projets futurs. On a des modèles de prédiction qui commencent à se mettre en place de toxicité. Ça, j'avais travaillé dessus à Montréal avec l'équipe du CHUM sur les patients ORL avec la prédiction en fonction du scanner de base, de se dire, bah, voilà, vous avez tant de risques d'avoir une sonde nasogastrique à la fin du traitement ou pas. Donc ça, c'est des modèles qui commencent à se créer, qui ne sont pas encore validés à l'échelle nationale ou internationale. Il y aura des études cliniques là-dessus.
Les dosimétries automatiques, ça aussi, ça se développe de plus en plus. Ça, c'était à Lausanne. On commençait à en faire pour les cancers du sein, où finalement, on donnait au logiciel le contour du sein et puis lui-même faisait les calculs de dose et qui était tout à fait aussi comparable, parfois mieux, parfois moins bien qu'un ingénieur physicien dédié à la radiothérapie. On peut également créer voilà, des CT scanners synthétiques à partir d'IRM ou qui nous permettent aussi de faire des calculs de dose de radiothérapie. Ce qui se développe de plus en plus aussi actuellement, mais ça c'est vraiment un petit pas, mais ça va, je l'espère, arriver très vite, c'est ce qu'on appelle la radiothérapie flash. Là, c'était surtout sur Lausanne avec le service du professeur Boris, qui est en fait une radiothérapie qui délivre une dose en ce qu'on dit en un battement de cils. Parce que pour comparer la radiothérapie conventionnelle qu'on réalise actuellement, on donne environ 0,08 grès par seconde. Et c'est pour ça qu'en fait, les traitements durent 10 à 15 minutes et que les patients reviennent plusieurs fois pour délivrer toute une dose. La radiothérapie flash, on donne un équivalent de 300 grès, ce qui est monumental par seconde. Donc finalement, ce qui permet de faire un traitement en vraiment juste une seule fois. Et on pourrait se dire, mais ça va être beaucoup plus toxique. Et c'est ça qui est formidable en fait avec la radiothérapie flash, c'est que c'est tellement instantané, tellement rapide qu'au final, on a une épargne des tissus sains à côté. Donc là, ça a été la première image qui était sortie sur une peau de cochon où on faisait une comparaison entre la radiothérapie conventionnelle, donc sur votre gauche, avec une dose de 28 grès en une seule fois, 31 grès et 34 grès, versus la radiothérapie flash de l'autre côté. Donc les points noirs, c'est les zones de nécrose. Et puis là, on voit qu'au final, on n'a aucune nécrose. Et ça, c'est un effet à 36 semaines post-radiothérapie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être, qui va se développer, qui, je l'espère, sera, voilà, qui permettra d'avoir d'énormes résultats. Pour le moment, il y a juste les premiers essais cliniques qui commencent à se lancer. Il y a une phase 1 qui a été validée, il y a une phase 2 qui est en cours sur les cancers pour le moment cutanés superficiels pour valider. Et puis, voilà, dans le futur, j'espère qu'il y aura la radiothérapie flash. Voilà. Merci pour ce voyage en DeLorean à travers la radiothérapie. Je vais faire un retour vers le passé pour vous présenter le docteur Chaleret-Durieux qui va vous faire une présentation sur la chirurgie digestive rectale. C'est après. Combien de temps? Ça, c'est les slides. C'est les slides que vous verrez. Voilà. Monsieur, j'ai combien de temps? Vous avez le temps. C'est bon, on peut me déprendre. Ok. Très bien. Bonsoir. Je suis le docteur Chaleret. Je suis effectivement chirurgien viscéral et digestif et plus spécialisé en oncologie donc digestive. Et c'est pour ça qu'on m'a demandé de venir vous parler de la chirurgie qui reste encore d'actualité. Mais vous allez voir que, en fait, moi, j'ai pas beaucoup de choses qui ont évolué depuis peut-être 80, 100 ans. On continue à faire de la chirurgie avec des ciseaux, avec des pinces, avec du fil de suture. Et voilà, on pourra évoquer potentiellement le futur de la chirurgie, mais tout ce que je vais vous raconter sur les principes des interventions chirurgicales, c'est des choses qui ont été déjà décrites depuis des dizaines et des dizaines d'années et qu'on continue à appliquer. Alors, l'idée de cette présentation, c'est d'essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai encore du travail et pourquoi est-ce qu'il est probable que j'en ai encore un petit peu dans les années à venir. Mais d'abord, je voulais... donc le topo, il sera en 3 parties. On va regarder rapidement un petit peu ce que ça représente, le cancer colorectal en France et dans le monde. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on fait de la chirurgie? Et après, je vous expliquerai aussi comment
parce que c'est ça qui peut aussi potentiellement vous intéresser, soit parce que vous êtes amené à prendre en charge des patients qui ont ce genre de pathologie, soit parce que vous les côtoyez dans votre environnement proche, ou alors parce que ça vous concerne aussi plus directement. Donc, le cancer colorectal, c'est 20%, un cancer sur 5 dans le monde. Et quand on parle de colorectal, il y a deux mots, hein, il y a le cancer du côlon et du rectum. 2 tiers des cancers sont sur le côlon et 1 tiers sont situés sur le rectum. Je vous montrerai un petit peu plus tard des planches anatomiques pour que vous compreniez bien où est-ce que ça se situe tout ça dans le ventre. C'est donc un cancer très fréquent, c'est tellement fréquent que c'est le 3e en termes de fréquence après le cancer du sein et celui de la prostate. Et c'est des cancers qui ont quand même un pronostic assez bon, puisque tout stade confondu, à 5 ans, on a une survie à plus de 60%. C'est typiquement un cancer des pays occidentaux. Vous voyez sur cette carte, en fait, la répartition dans le monde, on voit que c'est surtout développé dans les pays occidentaux ou avec des modes de vie occidentaux, comme on peut voir en Australie. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que ça va nous impacter d'autant plus et qu'il y a toutes ces manœuvres et toutes ces manifestations pour sensibiliser à cette pathologie et à ce dépistage. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait de la chirurgie colorectale ? Il y a 3 cas de figure, en fait. Soit parce qu'il y a des symptômes en rapport avec ce cancer. Alors, les symptômes, ils sont extrêmement variables. Quand on a une tumeur au niveau du côlon qui pousse, eh bien, ça peut finir par boucher l'intestin et entraîner des occlusions, qui nécessitent donc une prise en charge plus ou moins urgente en fonction du degré d'occlusion. Ça peut être aussi parce que la tumeur saigne. Et donc, on s'en aperçoit parce que aux toilettes, on a ce qu'on appelle des rectoragies ou des saignements en fait, qui arrosent des selles ou mélangés avec des selles. Et puis après, de manière un petit peu plus rare, on peut aussi avoir des présentations avec des formes abcédées. C'est des tumeurs qui sont relativement volumineuses et qui s'infectent. Et donc, on peut penser qu'on a des diverticules au niveau du côlon qui, en fait, sont une tumeur abcédée. Donc ça, c'est la première modalité, en fait, qui va nécessiter un recours à la chirurgie. Après, il faut bien prendre conscience que malgré les progrès de la chimiothérapie, malgré les progrès de la radiothérapie, qui aujourd'hui arrivent à stériliser de plus en plus de tumeurs, globalement, l'information, c'est que la chirurgie, ça reste quand même le seul traitement qui va être à viser peut-être pas, on peut plus dire le seul, mais en tout cas, c'est le principal traitement qui va permettre de vous prendre en charge de manière curative, c'est-à-dire de vous guérir de la pathologie, parce que ça va permettre d'enlever le noyau, la base, l'origine en fait de la tumeur et de son environnement, les ganglions et tous les tissus qui sont autour de la tumeur. Et puis après, il y a un 3e cas de figure, c'est pour prévenir un risque de récidive. Et ça va être plutôt dans le cas où, par exemple, en endoscopie, on voudra retirer une tumeur, sauf que, on va le voir après, à l'analyse microscopique de la tumeur, on voit qu'il y a une invasion, un envahissement de la paroi du côlon ou du rectum qui est un petit peu trop importante. Et donc, on sait que statistiquement, quand on atteint ces stades d'envahissement en profondeur, il y a un risque élevé que les ganglions soient déjà malades et que donc il faut faire une intervention chirurgicale complémentaire pour aller retirer cet environnement cellulo-lymphatique. Voilà les 3 cas de figure. Alors, comme je vous le disais, c'est important de prendre en charge précocement les cancers parce que, on le voit ici, pour des petites tumeurs, hop, je vais mettre mes pourcentages, quand il y a un faible degré d'envahissement de la paroi du côlon, vous voyez ici c'est la superficie, l'intérieur de la paroi du côlon, et ici c'est l'extérieur, eh bien le taux de guérison est proche de 90%. D'accord ? Alors que quand la lésion va augmenter en envahissement, c'est-à-dire qu'elle va commencer à grignoter la musculeuse et puis la sous-séreuse, eh bien on passe à des taux de guérison qui sont beaucoup plus faibles, 60%, et vous voyez que quand on passe encore au-delà, on est à 30% de guérison. D'où l'intérêt, d'un dépistage précoce, parce que plus on prend tôt en charge la lésion, plus ce risque d'envahissement ganglionnaire, d'envahissement pariétal, il va être réduit, et ça vous place dans une meilleure configuration. Et voilà. Ça, c'est un petit peu la même chose, en fait, pour vous montrer un petit peu comment ça... mince, je suis passé à la suivante. C'est pour vous montrer un peu l'importance de prendre en charge précocement les lésions.
Parce que quand vous avez des polypes, et notamment des polypes qui sont plans, eh bien, on retrouve les mêmes statistiques. D'accord ? Quand le polype ou quand la lésion est très superficielle, le taux d'envahissement ganglionnaire qui va être corrélé, qui va être associé au taux de guérison et au taux de survie, il est très faible. Vous voyez, on est à 0%. Alors que quand on va monter en envahissement, et notamment quand on va dépasser la sous-muqueuse, eh bien là, on va avoir des taux d'envahissement ganglionnaire qui vont être plus élevés. De la même façon, pour un polype qui va avoir une espèce de forme de champignon, plus la lésion elle va être proche du pédicule et envahir en dessous, plus le risque d'envahissement ganglionnaire sera élevé. Donc ça, c'est un plaidoyer en faveur des coloscopies, en faveur du dépistage, en fait, pour que nous, finalement, on ait à intervenir que sur des cas qui soient les plus précoces possibles. Alors, de manière plus pragmatique, en fait, de quoi on parle quand on parle de chirurgie du côlon et du rectum? En fait, ça, c'est pour vous resituer. C'est un homme ou une femme avec le foie qui est ici, l'estomac qui est ici. En fait, le côlon, il faut vous imaginer que ça fait comme un espèce de M, d'accord? Ça commence au niveau après le petit intestin qui se jette ici dans le côlon droit. Ici, vous voyez, on a un petit reliquat d'appendice. On a cette partie qui s'appelle le cæcum, le côlon droit. Ensuite, le côlon traverse avec ce qu'on appelle le côlon transverse. Il redescend avec le côlon gauche, fait une boucle qui a une forme de S inversée qu'on appelle le sigmoïde, avant de rejoindre le rectum, qui est la partie terminale entre le côlon sigmoïde et l'anus. Ce qu'il faut comprendre aussi pour bien se figurer les interventions chirurgicales qu'on va pouvoir faire, c'est que ce grand morceau d'intestin, qui mesure entre 80 et 1,20 m, grosso modo, pour vous donner un ordre d'idée, eh bien, il est vascularisé. Il y a du sang qui arrive jusqu'au côlon par des artères et des veines qui récupèrent le sang pour ne pas faire qu'il soit engorgé. Donc, il y a un système d'artères et de veines, et le long de ces pédicules vasculaires, il y a un drainage lymphatique avec des ganglions. D'accord ? Et c'est ça, en fait, cette vascularisation qui est assez standard d'une personne à une autre, qui va déterminer le type de résection, de chirurgie qu'on va pouvoir faire en fonction de la localisation d'un cancer, d'accord, d'une tumeur. Parce que, en fait, si elle est localisée ici, l'objectif de la chirurgie, ça va être non pas juste d'enlever le morceau qui est malade, mais d'avoir des marges suffisantes au-dessus et en dessous, d'aller récupérer tous les ganglions qui sont en aval de la lésion, où potentiellement il y a des petites cellules qui ont pu déjà aller se greffer, et respecter aussi la vascularisation. Parce que quand on enlève un morceau de côlon, il va falloir après faire une couture pour remettre tout ça en continuité. Et il faut que cette couture, il y ait du sang qui y arrive pour qu'elle cicatrise bien, parce que sinon, ça fait des péritonites et toutes les complications qu'on peut connaître. D'accord ? Et donc de ça, eh bien, de cette anatomie, en fait, découlent les principes de la chirurgie. Vous voyez, en fait, pour une tumeur qui va être localisée ici, eh bien, il va falloir, on peut s'imaginer qu'on fait juste une section du côlon comme ça, mais en fait, non, l'intervention chirurgicale, elle va être beaucoup plus importante, puisque les ganglions qui vont drainer cette tumeur, ils peuvent soit repartir par ici, jusque-là, soit repartir par ici, jusque-là. Et donc, quand on fait une intervention chirurgicale pour une petite tumeur ici, eh bien, on est obligé d'aller couper les vaisseaux ici à l'origine, ici à l'origine, d'accord? Et donc, ça veut dire que toute cette partie-là ne sera plus vascularisée, cette partie-là non plus, et ça veut dire que c'est une résection, une ablation de côlon qui est relativement importante, même si la tumeur est limitée. Donc, je vous répète, les principes de la chirurgie, c'est d'aller mettre des petits nœuds pour lier ces vaisseaux à l'origine, pour emporter tous les ganglions. Et on sait qu'il faut qu'il y en ait au moins 12 qui soient retirés autour de la tumeur pour qu'on soit sûr que s'il n'y a aucun ganglion de malade, ce ne soit pas parce qu'on n'en a pas enlevé assez, d'accord ? Et puis, en fait, il faut aussi avoir des marges au-dessus et en dessous
suffisante parce qu'on sait que parfois, les cellules, elles ont tendance à aller se glisser dans la paroi du côlon. Et donc, on parle de marge d'un minimum de 5 cm tout en préservant une bonne vascularisation. Donc, vous voyez que pour cette lésion, on coupe ici, on coupe là, on coupe à cet endroit-là, et en fait, on retire toute cette partie-là, d'accord? Parce que souvent, en consultation, on nous explique, on nous dit, mais vous êtes obligé de m'enlever tout ça, d'accord? Vous m'enlevez 40 cm pour un truc qui fait 3 cm. Et oui, en fait, on est obligé de faire comme ça. Et vous voyez qu'en fonction de la localisation de la tumeur, le type de colectomie ou de résection du rectum ne sera pas la même. Ça, je vous ai mis à peu près où étaient situées par pourcentage les lésions au niveau du côlon. Donc, vous voyez 25% au niveau du côlon droit, 15% au niveau du côlon transverse, 5% ici, 25% sur le côlon sigmoïde et le reste dans le rectum, on en avait parlé tout à l'heure, d'accord, grosso modo le tiers. Et donc, de ça, on voit que c'est la même image que tout à l'heure. Quand on a une localisation au niveau du côlon droit, c'est la partie droite qu'on retire, c'est la colectomie droite. Quand elle est ici, eh bien, il faut faire la même chose, mais on élargit un petit peu ici. Plus ça va à gauche, plus on est obligé de remonter, d'accord, à cet endroit-là. Donc, ça fait des résections importantes. Quand elles sont localisées à cet endroit-là, on appelle ça une résection angulaire gauche, colectomie gauche, et après, les chirurgies du rectum, d'accord? Donc, c'est vraiment important, la localisation de la lésion, pour pouvoir décider du type de chirurgie, et c'est ça qui sera discuté avec votre chirurgien. Mais après, nous, on répond à des impératifs carcinologiques, et en fait, c'est assez standard pour tout le monde, d'accord? C'est vraiment la localisation qui va guider le geste opératoire. Après, vous allez me poser la question de savoir comment on va recoudre en fait ces morceaux d'intestin. Alors, on appelle ça une anastomose. C'est une couture entre deux segments. La plupart du temps, une anastomose digestive, c'est entre deux segments d'intestin. Donc, quand on enlève le côlon droit, on va aller coudre le petit intestin avec le côlon. Et pour ça, c'est ce que je vous disais, on n'est pas très moderne. On fonctionne toujours avec du fil, avec des porte-aiguilles. Un petit peu, je suis le spécialiste des ourlets à la maison parce qu'en fait, on fait les coutures comme ça, d'accord? Donc, ça, c'est une façon manuelle de faire les coutures avec du fil qui se résorbe au bout de quelques semaines. Parfois, pour aller un petit peu plus vite ou parce que ça peut être un petit peu plus facile, il y a aussi des possibilités d'avoir des pinces mécaniques qui agrafent les deux morceaux d'intestin ensemble avec des petites agrafes en titane qui restent dans les tissus, qui ne sonnent pas dans les aéroports, d'accord? Et en fait, qui sont incorporés dans les chairs et qui restent toute la vie de la couture. Donc ça, c'est quand on peut faire une couture, c'est-à-dire qu'on remet bout à bout les segments digestifs. Parfois, cette couture, elle est un peu risquée, parce que vous avez compris qu'au niveau du côlon et au niveau du rectum, c'était des matières fécales qui passaient, et donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus propre au niveau du corps humain. Et donc, de temps en temps, parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait une péritonite qui survienne en post-opératoire si la couture fuit, eh bien, on est obligé de créer ce qu'on appelle un anus artificiel ou une colostomie, d'accord? Alors, colostomie ou iléostomie, ça dépend de où c'est fait. Si c'est fait sur le côlon, on parle de colostomie. Si c'est fait sur l'intestin grêle, on va parler d'iléostomie. Donc, en fait, la colostomie, c'est quoi? C'est de prendre un des morceaux d'intestin qui est au-dessus de la couture pour faire en sorte que la couture, elle ait le temps de bien cicatriser pour qu'elle ne soit pas tout de suite inondée par des matières. D'accord? Et donc, on prend le morceau d'intestin et on le fait sortir au niveau de la peau. D'accord? Et en fait, les matières préférentiellement vont sortir à l'extérieur et pendant une période qu'on déterminera, eh bien, la couture aura le temps de bien cicatriser. Donc, ça, c'est surtout en fait quand les coutures elles sont situées très bas sur le rectum, mais aussi quand il y a des maladies importantes comme des maladies inflammatoires sous-jacentes où c'est des risques en fait que la couture ne tienne pas, ou alors dans un contexte d'urgence où il y a un contexte infectieux dans le ventre qui péjore le risque que ça tienne. Et on dit classiquement qu'il faut que cette anastomose, cette couture, quand elle est à moins de 7 cm de l'anus, soit protégée. D'accord? Donc, c'est surtout dans les chirurgies du rectum. Ça, c'est pour garder une petite image synthétique. Dans 90%
10%, 90% des cas, cette couture est transitoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vérifié que l'anastomose est bien prise en bas, on refait une deuxième intervention chirurgicale qui est beaucoup plus légère pour aller fermer la poche. Et là, après, vous vous retrouvez avec un schéma corporel quasiment identique à celui que vous aviez avant l'intervention. Voilà, j'en ai fini à peu près. Je vais être disponible pour vos questions si vous en avez. Donc, les évolutions, pour essayer de monter aussi un peu dans la DeLorean, c'est ça, c'est de dire quoi? Aujourd'hui, la chirurgie du côlon, je ne vous ai pas développé comment ça se faisait techniquement au bloc opératoire, mais le standard maintenant, c'est de faire tout en célioscopie quasiment, d'accord? C'est-à-dire qu'avec des petits trous et en gonflant le ventre pour travailler à travers ces petits trous. Parfois, quand les tumeurs sont trop importantes, on continue à ouvrir la paroi abdominale parce qu'on sait très bien que si on les presse, si on les manipule trop, c'est pas bon en fait parce qu'il peut y avoir des cellules qui se dispersent, d'accord? Donc parfois, il vaut mieux mettre les mains dans le ventre pour pouvoir aller opérer. L'évolution pour nous, dans les prochains mois probablement, c'est l'évolution robotique, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir très prochainement l'arrivée d'un robot sur la clinique, un robot chirurgical, en fait, qui permet pour nous d'augmenter la précision du geste opératoire, c'est-à-dire que le chirurgien n'est plus les mains dans le seau, mais il est assis derrière à une console comme un énorme jeu vidéo et en fait manipule des pinces dans la même salle, mais un petit peu à distance, d'accord? Et en fait, ça, cette prise en charge chirurgicale, notamment dans les cancers du rectum, permettent de mieux voir les petits nerfs qui passent autour du rectum, d'avoir une dissection plus fine et on espère, mais c'est encore des résultats qui sont partiels, à terme de diminuer le risque de récidive de ces cancers. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais en fait, c'est quelque chose, normalement, donc c'est un projet qui est depuis quelques années sur la clinique et qui devrait voir le jour, normalement, d'ici la fin 2024. Et donc, si vous revenez l'année prochaine, je vous montrerai des belles vidéos de robots. Voilà. Mais je ne voulais pas en mettre parce que ce n'était pas encore l'actualité. Mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'avenir du chirurgien, finalement, s'il y avait un dépistage massif et efficace, il serait un peu sombre, d'accord? Parce qu'il n'y aurait plus de tumeurs à opérer. Finalement, nous, on est là en backup, en récupération des patients qui sont passés entre les mailles du dépistage. Et c'est pour ça que malheureusement, on aura encore probablement besoin de nous. Et puis aussi parce que parfois, quand il y a des lésions au niveau du côlon, même si elles sont petites et pas très développées, parfois ce n'est pas techniquement possible de les retirer parce que c'est dans des endroits un petit peu tarabiscotés. Et le docteur Gauthier pourra vous en parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut écouter son corps, écouter ses symptômes, les saignements au niveau de l'anus, au niveau des selles, ce n'est pas quelque chose de normal et ce n'est pas tout le temps des hémorroïdes. Il faut participer aux dépistages tels qu'ils sont proposés et puis on essaye de répondre à vos sollicitations quand vous avez des prises de rendez-vous en consultation pour être le plus disponible possible. Voilà. Y a-t-il une explication au fait que la partie gauche du côlon soit moins impactée, 5% de risque contre 25% sur la partie droite? Alors moi je pense, mais je suis pas sûr que ce soit documenté, qu'en fait tout ça c'est des problèmes vasculaires. C'est-à-dire que je pense que la partie droite du côlon, à mon avis, elle est mieux vascularisée que la partie gauche du côlon, parce que c'est une zone où voilà, on sait qu'on a plus de fistules, et j'ai l'impression que ce qui fait le lit de l'implantation et du développement d'une tumeur, c'est quand elle est bien, quand elle a du terreau, quand elle a des choses pour bien pousser. Et donc là où c'est le plus susceptible de pousser, je pense que c'est là où ça peut. Mais ça, c'est une explication personnelle. Je ne pense pas qu'il y ait d'explication scientifique à ça. Mais quand je vois en fait les différences de vascularisation, j'ai l'impression que. Je ne sais pas si tu as une explication, Thierry. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Gauthier, je suis gastroentérologue.
Et en fait, le cancer du côlon gauche et le cancer du côlon droit ne sont pas les mêmes. Au niveau du chirurgien, ça on le sait, mais même au niveau, nous, de la genèse et du pronostic, ils sont souvent plus évolués à droite pour des raisons de silence clinique. Donc, ils arrivent, on les découvre à un stade plus tardif, ce qui est rarement très long, mais aussi au niveau de la genèse, au niveau métabolique. Les polypes ne sont pas les mêmes à gauche et à droite. Leur sensibilité à la chimiothérapie n'est pas rigoureusement la même à gauche et à droite. Et la genèse n'est probablement pas la même. Il y a une grosse part alimentaire. La malbouffe fait exploser le cancer du côlon. Et la malbouffe, surtout à droite d'ailleurs, probablement par des changements de microbiote, une inflammation permanente, qui crée certains polypes qui peuvent avoir du temps pour évoluer, plan, et donner ces lésions-là. Les polypes du côlon gauche ne sont pas les mêmes, sont des plus gros champignons. Sont là, comme une morille. On pense que dans le sigmoïde, il y a un problème de vascularisation, mais aussi d'endroits de stase, c'est-à-dire en français de ralentissement et de maintien des selles à cet endroit-là, qui vont faire, avec les résidus alimentaires, avec les bactéries qui s'y trouvent, également un effet pro-carcinogène. Donc, il y en a moins dans le côlon gauche qu'il y en a dans le sigmoïde, mais dans le sigmoïde et rectum, c'est très clairement beaucoup plus important, à tel point que certains proposent des dépistages, on en parlera, au niveau sigmoïdien, simplement pour un peu screener les gens. Mais globalement, ce ne sont pas les mêmes, ça c'est sûr. Et probablement la cause n'est pas la même. Ça n'empêche pas qu'il faut les traiter de la même manière et aussi activement et proactivement qu'on fait. C'est moi ça. C'est pour ça. Tu avais commencé à 130. Bien. Alors, vous excusez du retard, mais là, je sors du bloc. Donc, voilà. Vous avez vu les conséquences chirurgicales de la découverte d'une lésion du côlon, nécessitant un traitement chirurgical. Ça peut être important. Ça peut être compliqué. Plus la lésion est grosse, malgré tous leurs efforts, plus le pronostic n'est pas bon. C'est pour ça qu'il faudrait dépister les lésions. Dépister, c'est-à-dire quoi? C'est trouver les lésions avant qu'elles ne se manifestent. Il vous l'a sûrement dit, 47 000 cas par an en France de cancer du côlon, ce n'est pas en train de baisser. On pense même que c'est 48 000. Pour les 2 siècles, c'est le 3e cancer. Surtout, c'est le 2e en mortalité. 17 000 morts par an. Pourquoi? Parce que malgré tous les efforts des chirurgiens et des chimiothérapeutes, les lésions sont découvertes et traitées tardivement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est les découvrir avant. Et c'est ça, le dépistage. 90% des cancers surviennent après 50 ans. Et les cancers avant 50 ans sont en train d'augmenter. Et aux États-Unis, ils ont doublé, ils sont passés à 10% en 5 à 10 ans. C'est l'effet de la malbouffe. Et on revient, exactement à ce que je vous racontais tout à l'heure, du rôle majeur de l'alimentation et de l'alimentation industrielle sur la genèse du cancer du côlon. Ça touche 4% des hommes et 3% des femmes. Les femmes sont toujours protégées, un peu plus pour le cancer du côlon. Un peu plus, ce n'est pas un facteur majeur. Le pronostic, comme je vous ai expliqué, c'est-à-dire la survie à 5 ans, elle est directement liée au stade de découverte. Plus c'est gros, plus c'est évolué, moins ça sera bon. Et puis, surtout, le traitement ne sera pas le même. Vous avez entendu le travail du chirurgien avec ablation d'une partie plus ou moins importante du côlon en cas de tumeur non accessible à un traitement endoscopique. Si les lésions sont encore plus évoluées, il faudra faire un traitement avec de la chimiothérapie après, souvent même maintenant, avant le traitement. Alors que si on trouve une lésion superficielle, au début, petite, on peut la traiter par voie endoscopique
par les gastroentérologues, endoscopiques par les chirurgiens. Donc, dépister, c'est trouver des lésions silencieuses, des lésions qui ne parlent pas. On ne dépiste pas devant un symptôme, on explore un symptôme. On a du sang dans les selles, on a mal au ventre, on a de la diarrhée, on va voir son docteur et on va explorer cette anomalie. Un dépistage, c'est on ne se plaint de rien. Mais on va faire le test quand même. Parce qu'on va, en fonction des résultats, trouver des lésions très tôt, parce qu'elles n'entraînent aucun symptôme. Et en traitant ces lésions tôt, le traitement est plus simple. Et en étant plus simple, il est moins compliqué, moins obérant la vie et surtout plus efficace. Dépister, 2 moyens. La coloscopie est un bon moyen de dépister les gens qui ne se plaignent de rien. Mais c'est quand même compliqué. Donc, on le réserve à certains cas. C'est reconnu comme efficace chez les sujets qui veulent faire une coloscopie de dépistage. Le deuxième moyen de dépister la population française, c'est le test immunologique de recherche de sang dans les selles. C'est la petite poche bleue que vous pouvez réclamer maintenant à beaucoup de personnes. Votre médecin généraliste, le pharmacien, même le gastro-entérologue, ils ont le droit de les donner. Et j'en ai plein mes placards. Le dépistage, les modalités dépendront du risque relatif d'avoir des polypes ou un cancer, car on n'est pas égaux. Le risque moyen, c'est le risque standard des personnes qui n'ont aucun antécédent personnel de lésion du côlon, familial de lésion du côlon. Cela, c'est le risque moyen. Il faut faire un test de dépistage, c'est le plus simple et c'est efficace. On peut demander une coloscopie, c'est autorisé et c'est accepté par la CNAM comme un moyen de dépistage parce qu'en disant je n'ai pas confiance, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose et je préfère la coloscopie. C'est faisable, c'est plus compliqué. Mais il y a des gens qui ont des risques plus élevés d'avoir des polypes ou des lésions du côlon. Plus élevés, pourquoi? Parce qu'ils ont eux-mêmes eu un cancer du côlon ou des polypes qu'il faut contrôler. Soit parce que dans la famille proche, ce qu'on appelle au premier degré, les frères et sœurs, les parents directs, il y a eu des antécédents, soit de polypes avancés, gros polypes, soit de cancer. Avant, on allait chercher les grands-parents et il faut qu'il y ait au moins 2 grands-parents atteints, ce qui se voit, hein, pour repartir sur la coloscopie. Et puis, il y a des gens qui ont un risque très élevé. Le risque très élevé, c'est ceux qui ont des polyposes, des maladies génétiques, des maladies atypiques mais associées au cancer du côlon. Cela, c'est également une coloscopie qu'il faut faire. Donc, le test de dépistage dont on va parler ne s'applique qu'aux personnes qui ont un risque moyen. Alors, ce test, il est immunologique. Il va dépister la présence de sang humain dans vos selles. Humain, c'est-à-dire que même si vous mangez un bon boudin ou de la sanquette de cochon la veille, ça ne va pas réagir. C'est totalement non invasif. Ce n'est pas dangereux du tout. Il suffit de faire la selle sur ses toilettes selon un mode d'emploi très précis et très bien fait. Il est proposé de 50 à 74 ans. Il est discuté de le faire plus tôt à partir de 45 ans. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et peut-être plus tard, jusqu'à 80 ans. Pourquoi? Parce que la population générale va plutôt bien. Et à 80 ans, on n'est pas vieux. Et à 78 ans, on est encore moins vieux. Mais pour l'instant, ce n'est pas accepté. Et en plus, c'est la période où il y a le plus de cancers. Donc, c'est encore plus logique. Ce n'est pas encore accepté. Ça se fait, ce test, tous les 2 ans. Ça dépiste la présence de sang et ça permet de doser.
la présence de sang. Ça répond positif ou négatif en fonction d'un seuil. Au-dessous du seuil, c'est non, il n'y a pas. Ce n'est pas vrai, il y a du sang, mais on dit qu'il est au-dessous d'un certain seuil, parce que c'est calculé à partir du seuil. Quand il y a au-dessus du seuil, à ce moment-là, il revient positif. Dire positif, ça y est, j'ai le cancer du côlon. La réponse est non. J'ai parlé de seuil, là c'est un peu plus compliqué. Le seuil en France, il est à 30 nanogrammes par gramme de sel. En fait, c'est pour le rapport coût-efficacité. Si on baisse le seuil, on fera plus de coloscopie, on trouvera peut-être un peu plus de cancer, mais on fera beaucoup plus de coloscopie normale. Si on les monte, et les Hollandais l'ont fait, ils ont monté à 50, ils sont passés à côté de plein de cancers. Donc vite, ils ont rebaissé le seuil. Donc il faut qu'il soit suffisant, pas trop haut et pas trop bas. Il est calculé à 30, c'est plutôt pas trop bas. La sensibilité pour le cancer du côlon, elle est de l'ordre de 70%. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un test négatif n'élimine pas la présence d'un cancer. Ça dit simplement il y a du sang ou il n'y a pas de sang à un seuil défini. Mais quand on a... ça dit qu'il y a du sang et quand il y a du sang, ça se voit bien. 97% des tests reviennent négatifs, au-dessus du seuil. C'est bien. Donc, on le refait 2 ans après. Dans 3 à 4%, il est positif. Positif, ça ne veut pas dire cancer, mais ça veut dire qu'il faut absolument faire la coloscopie pour comprendre qu'est-ce qui a pu expliquer ce sang. On ne dit pas c'est les hémorroïdes, on dit il faut faire une coloscopie. Dans 8% des cas, on trouve un cancer du côlon. 8%. Mais c'est un cancer qu'on trouve précocement. Je vous rappelle qu'il ne se plaint de rien. Le patient a fait ce test parce qu'il était attentif, il dit oui, il faut que je le fasse, mais c'est tout, il ne se plaint de rien. Donc c'est un cancer découvert précocement. Dans 30% des cas, on retire des gros polypes de plus d'1 centimètre. Dans 30% des cas, on retrouve des petits polypes. Et dans 30%, on ne trouve rien. Et aujourd'hui, cet après-midi, j'ai fait une coloscopie à un patient qui est venu me voir pour un test positif et je lui ai retiré 2 polypes de 1 cm et 1 cm 2 sans problème. Dépisté grâce au test alors qu'il ne se plaignait de rien. Et lui, on sait qu'on lui a fait du bien et qu'on prévient le cancer plus tard. Ça, c'est prouvé. C'est prouvé comment? Parce qu'on trouve des lésions soit bénignes et qu'on évite qu'elles se transforment en cancer, soit surtout que quand on trouve un cancer, ce n'est pas la majorité, 8%, on les trouve plus tôt. Donc, le chirurgien va l'opérer, mais dans des conditions meilleures et avec un pronostic meilleur. On estime à 90% à 5 ans. Alors que tout venant, le cancer découvert tout venant, a une survie à 5 ans de l'ordre de 60%. Donc, vous voyez, on gagne beaucoup en mortalité. Ça diminue la mortalité globale. Et c'est prouvé à l'échelle de la population à une condition, mais une condition majeure. C'est qu'au moins 50% de la population cible, c'est-à-dire hommes et femmes entre 50 et 75 ans, fassent le test. Si on ne le fait pas, on ne peut pas dépister. Et là, ça marche. Et ça diminue la mortalité globale de 15%. Donc, c'est pour ça que l'État, quand on lui a dit il faut le faire, ils ont dit on va calculer, et là, c'est bon, on y va. Ça n'a pas toujours été aussi simple. Il faut que 50% de la population réponde au test. Est-ce qu'on y est? Non. On était les recordman. Jusqu'en 2020, on était les tops des champions d'Aquitaine et de Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'était prouvé. On était à 47%. C'était pas mal. Ça a complètement chuté pour des tas de raisons multifactorielles. Et actuellement, on est à 36%. 2023, 36%. Un peu plus les femmes, merci mesdames, que les hommes, 37 versus 35. Le taux de positivité, il est comme chez les autres, 4%, donc on est dans les clous. Et en 2021, en Lot-et-Garonne, pas chez les voisins, on a trouvé 27 cancers grâce à ce test.
et 210 adénomes. Donc, les adénomes, ça va prévenir le cancer plus tard. Donc, on sait qu'on fait du bien à la population qui le fait, parce que ça ne répond que à ceux qui le font. Ça, c'était un test pour dire, une fiche un peu compliquée, est-ce que ça a intérêt de baisser le test, de baisser le taux? Alors, si je vous ai expliqué, si on baisse le taux de seuil, si on dit à 20, on dit que c'est positif, on va trouver plus de sang, plus de personnes cibles, plus de coloscopies à faire, et on va augmenter le nombre de coloscopies normales. On trouvera un tout petit peu plus de cancer, mais pas énormément. C'est pour ça que le seuil a été mis à 30, ce qui n'est pas fabuleux quand même. Je vous ai expliqué que le test de dépistage, il faut le faire, ce n'est pas dangereux, mais il y a des gens qui préfèrent faire la coloscopie. Pourquoi? Parce qu'il est clair qu'une coloscopie, c'est bien pour le dépistage et la prévention du cancer du côlon. Ça a été montré. Et qu'une coloscopie bien faite avec ablation de tous les polypes qu'on voit prévient le cancer du côlon dans 85% à 10 ans. Je n'ai pas dit 100%, j'ai dit 85%. Il n'y a pas photo. Le problème, c'est que la coloscopie de dépistage proposée aux patients n'est faite que dans un cas sur 5. Les gens disent, j'ai pas envie de la colo, on m'a dit il fallait boire, m'endormir, machin. Ouais. Donc, ils ne le font pas. Mais s'ils ne le font pas, pareil, c'est comme pour ceux qui ne font pas le test, on ne dépiste pas. Donc, c'est un moyen utilisable de dépistage, peu utilisé, donc à l'échelle de la population, peu efficace. Puis on n'a pas le temps de faire toutes les coloscopies du Lot-et-Garonne. Alors que chez les sujets qui ont un risque plus important, élevé ou très élevé, alors là, c'est indiscutablement la coloscopie qu'il faut faire et pas le test. La coloscopie est quand même indiquée, comme je vous dis, pour les risques moyens, chez ceux qui n'ont pas d'antécédents particuliers. Mais c'est plus complexe. Et on doit voir l'anesthésiste, le gastro-entérologue, se préparer à la maison, organiser le retour à domicile. On se fait endormir et il y a des risques. C'est rare, mais il y a des risques. Et l'avantage, c'est que ça dépiste les lésions faciles et ça permet de les enlever. À l'inverse, une coloscopie chez les risques élevés est indispensable parce que là, il ne faut pas rechercher des grosses lésions, on enlève même les petites parce que ça peut aller vite. D'accord? Pareil, aujourd'hui, une dame opérée ici il y a 3 ans d'un cancer du côlon droit, jeune, 45 ans. Elle va très bien, merci. Scanner, prise de sang, tout ça, parfaite, elle est belle comme tout. Et elle est venue faire sa coloscopie de contrôle à 3 ans et je lui ai retiré un petit polype. Petit polype, bénin, pas de souci. Mais il y avait un petit polype. Il faudra continuer de la surveiller de cette manière-là. Ce polype n'aurait jamais été dépisté par le test de dépistage. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas fait pour. Donc, on le fait chez les gens qui ont été opérés comme elle d'un cancer du côlon, à qui on a retiré des gros polypes ou qui ont des antécédents familiaux qui commencent à devenir chargés. Et on contrôlera. Un petit polype comme cette jeune femme, contrôle à 3 ans. Si pas de polype du tout, des tout petits polypes qui ressemblent à rien, 5 ans. On a tendance à écarter les coloscopies. Mais pas de test. Pour l'instant, c'est absolument pas validé de refaire un test à 3 ans pour aller voir ce qui se passe. À l'inverse, encore, c'est des risques très élevés. Ça, c'est beaucoup plus rare, mais c'est vraiment dangereux. C'est les polyposes principalement. Les polyposes, c'est des maladies génétiques. Donc, on a une mutation dans son génome qui fabrique des polypes, mais c'est 100, 1000, 5000 polypes dans le côlon. Risque de cancer selon la polypose, entre 100% à 30 ans et 50% à 70 ans. Ah oui, c'est des maladies graves. Donc, certaines vont être opérées très tôt par les chirurgiens en prévention de l'apparition d'un cancer. On enlève tout le côlon. Et les autres, on peut les surveiller quand les risques sont plus faibles. Et là, on les surveille comme le lait sur le feu.
avec des préparations parfaites, des coloscopes modernes, des techniques modernes, et c'est tous les 2 ans, parce que ça va vite, ce genre de complications. À partir de 20 ans, hein. Donc c'est dans des familles spéciales, avec mutation génétique prouvée. Donc là, c'est la coloscopie qu'il faut faire et absolument pas le test de dépistage. Une coloscopie, c'est important, hein, c'est compliqué, c'est lourd, il y a une organisation. Même pour le retour à la maison, il y en a un qui est tout seul, donc il est obligé de coucher ici, parce qu'on ne pourra pas le faire rentrer tout seul chez lui à la maison. Hein. Donc, on lui a fait la coloscopie, je lui ai retiré ses 2 polypes, il va très bien, merci, il est en train de manger, hein, il va bien, mais je ne peux pas le faire rentrer à la maison. C'est interdit et dangereux. Donc, il y a des critères hein, de bonne qualité d'examen, de dépistage et d'exploration et de traitement. Parce que ça sert à ça, la coloscopie. À enlever les lésions pour prévenir l'apparition de lésions ultérieures et pas éviter que le chirurgien ne travaille parce qu'ils ont largement de quoi faire, mais faire le maximum pour qu'on n'en ait pas besoin pour ces patients-là. C'est pas rien une coloscopie. C'est pour ça qu'on ne la fait pas à tout le monde, parce que ça peut se compliquer. Complications liées à l'anesthésie, c'est exceptionnel. Hein. Ça fait 6 sur 10 000. Hein. Des problèmes cardiaques, des problèmes pulmonaires, des complications endoscopiques. L'endoscope, vous savez que le côlon, c'est fragile. Donc, un coloscope peut perforer le côlon, soit parce que direct, parce que côlon fragilisé, soit parce qu'en enlevant le polype, on fait un trou quand on enlève des gros polypes. Ça arrive. Donc, c'est pas rien. D'un autre côté, on a essayé de le traiter. Ça peut saigner aussi, s'infecter, c'est rare. Je vous rappelle enfin que quand vous avez fait le test et qu'il revient positif, 4%, il faut faire la coloscopie. Je vous rappelle que ça ne trouve pas 100% de cancer, loin de là, 8%. Mais il faut la faire pour vérifier qu'il n'y en ait pas, et dans ce cas-là, on va l'adresser au chirurgien, ou enlever les lésions qui ont saigné, révélées par le test, pour éviter l'apparition après d'un cancer. Ça fait 9% à peu près des coloscopies annuelles en France. On fait 1,2 million de coloscopies par an en France. Parce que c'est ça qu'on veut. C'est-à-dire que si on trouve un cancer, c'est à un stade précoce, révélé par le test et non pas par des symptômes. Et le chirurgien, il est plutôt content. Bien sûr qu'il va l'opérer, mais il va opérer quelqu'un dans des meilleures conditions, avec une lésion moins évoluée, sans ganglion ou sans invasion pariétale, avec moins de risques de complications ultérieures et une meilleure pronostic à 5 ans. Quand on trouve, là vous êtes à peu près à 60% de lésions de stade 0 à 1. À l'inverse, quand on trouve des lésions qui sont symptomatiques, en français qui entraînent des douleurs ou des saignements ou un amaigrissement, c'est l'inverse. On trouve 60% de lésions évoluées au stade 3 et 4. On n'est plus du tout dans la même logique. Et là, le traitement est beaucoup plus lourd, complexe et à risque. C'est à ça que ça sert le test, c'est trouver des lésions précoces chez des gens qui ne se plaignent de rien. Alors, parfois, le cancer est diagnostiqué tellement précocement que c'est un polype dégénéré, on peut l'enlever en endoscopie, ça peut suffire. Parfois, c'est les chirurgiens qui nous aident à enlever des lésions également plus importantes, mais superficielles, et on les guérit. Stade 1, c'est traitement par coloscopie ou chirurgical. Et puis, stade 2, et au-dessus, c'est chirurgical et chimiothérapie quand il y a des ganglions envahis. Et puis, stade 4, quand c'est très évolué, c'est plutôt chimiothérapie et après chirurgical si on peut. D'où l'importance de traiter des lésions trouvées précocement. Donc, quand on voit des polypes, on les enlève. Différentes techniques, plus ou moins importantes, plus ou moins compliquées, parfois très compliquées, parfois infaisables. D'où l'appel de nos amis chirurgiens en disant, écoute, celui-là, ce polype, il est mal placé, il est dans l'angle, il est trop gros, on ne peut pas. Si on ne peut pas, il faut l'opérer. Alors qu'il est bénin, mais pour prévenir, être sûr qu'il soit bénin d'abord, et prévenir sa transformation en cancer. Après, on contrôle avec des critères. Principalement, c'est tous les 5 ans, sauf quand le polype est gros. S'il est très douteux, voire même dégénéré, c'est 1 an. Sinon, c'est 3 ans.
l'attitude actuelle est d'écarter de plus en plus les coloscopies de contrôle pour en faire moins et éviter les complications. C'est plutôt 3 à 5 ans. Si on enlève un bout d'intestin, le chirurgien nous demande toujours de vérifier le côlon après. Parfois, on n'a pas vu. Hein. Quand on trouve une lésion et que c'est bouché à ce niveau-là, nous, on ne peut pas passer. Si c'est bouché, donc on l'envoie vite fait au chirurgien pour enlever le segment obstrué. Et 6 mois après, nous, on va aller vérifier qu'il n'y en ait pas un deuxième polype au-dessus. Ça nous est arrivé il y a 6 mois. Une jeune femme qui fait le test, il dit oh, je vais faire le test, mais je suis un peu constipé et tout. Ben non, elle est arrivée avec le test et une lésion obstructive. Donc, opérée, chimiothérapie, coloscopie derrière, tout va bien, merci, elle va très bien. Elle a fait 50-52. Bon, ça, c'est pour vous dire, c'est une courbe un peu compliquée qui évolue et évalue le risque de cancer du côlon. Et on va revenir sur votre question de tout à l'heure. Pourquoi on fait un cancer du côlon? On fait un cancer du côlon soit à cause de facteurs héréditaires, votre grand-père, votre père, ça vous y êtes pour rien. Votre sexe, un peu plus de cancer chez l'homme, mais en fait c'est lié à d'autres facteurs. Alcool, tabac, malbouffe, obésité. Ça, c'est un facteur qu'on pourrait peut-être contrôler un peu. Et c'est pour ça que le cancer du côlon augmente. Et puis, des facteurs qu'on contrôle moins, bien sûr, les facteurs génétiques de polypose, risque très élevé, 30%, jusqu'à 100%. En cas de polypose, syndrome de Lynch, les maladies génétiques. Et des cancers, par exemple, les cancers du sein sont une augmentation de fréquence des cancers du côlon. Donc, il faut surveiller l'intestin, il ne faut pas l'oublier. Certaines maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et les irradiations pelviennes, surtout dans l'enfance. Mais désolé, mais les cancers induits, ça existe. Il y en a certaines qui sont là souvent, je trouve. Le risque peut être faible, et heureusement. C'est ceux qui ont moins de 50 ans. Ceux-là, ils sont exclus du test. Ceux qui sont jeunes, moins de 50 ans, qui mangent bien, qui sont actifs, pas sédentaires, et qui n'ont pas de facteurs d'autres risques. Et puis, entre les deux, il y a les facteurs de risque intermédiaires. Ceux qui ont le test un peu positif, sexe masculin, surpoids, sédentarité, tabac, alcool, ça on le sait, et qui ont d'autres facteurs familiaux et ou médicaux, cancer du sein, radiothérapie pelvienne. Ce risque est à l'ordre de 10%. C'est ceux-là à qui on fait des coloscopies. Le risque moyen et le risque faible, on fait le test. Le risque très élevé, c'est coloscopie, mais tous les 2 ans. Voilà, j'ai terminé. Alors, faites le test. Alors, les meilleurs moyens, c'est ceux qui en ont tiré bénéfice. Alors, je peux vous dire, ceux-là, ils font la pub. Le souci, c'est comment on peut, nous, représentants de l'association, on essaie de faire de la prévention par rapport à vous dire, etc. Mais en fin de compte, on présente plus pour les hommes, on n'arrive pas du tout à les capter. C'est clair? Je vous ai expliqué que le taux de réponse des hommes est toujours plus faible que celui des femmes. Les femmes, peut-être un petit peu plus parce qu'elles sont habituées. Au cancer du sein. Pas toutes pour le cancer du sein, même si le dépistage n'est pas encore probant. Mais chez les hommes, moi j'ai fait une manifestation samedi, ils pèsent tout droit. C'est clair. J'essaie de les interpeller. Puis alors après, est-ce que c'est le fait que ce soit une femme qui les interpelle sur ça? Peut-être. Mais moi, alors, quand on entend vous dire, en plus, il faut quand même particulièrement faire, si je peux me permettre, je trouve ça dommage qu'on soit aussi peu nombreux ce soir parce que ça pourrait susciter quand même des envies d'aller faire le dépistage. Parce que c'est tellement beaucoup plus simple maintenant avec le kit. Ah oui. On a essayé de l'expliquer. Mais... Cet après-midi, on était en bas, là. On a vu personne ne s'est arrêté. Ça, c'est pas arrêté. Comme moi, voilà. Moi, samedi. Elle est allée la voir pour chercher un kit de dépistage. Une femme. Alors, c'est pour ça que Il file. Il y a eu un engouement au départ. C'est une histoire qui date de 25 ans.
voire même 30. C'est créé, c'était institué en France à Dijon. L'instigateur est décédé cette année, il avait 80 ans. Et c'est un travail de très longue haleine pour faire comprendre les gens. Vous avez la pub, il y a les 4x3 dans la rue, là. Parlons colon, ou je sais pas quoi, ou parlons d'aisselle, ou je sais pas quoi. Bon, ça ne les intéresse pas, ils préfèrent regarder une autre affiche. Bon, ok. Je vous y disais, parce qu'il y en a qui tirent bénéfice. Il y en a certains qui savent très bien que grâce aux tests, ils ont été sortis par les oreilles. Ils le savent. Et ceux-là, ils en parlent à leur entourage. Et ils vont aller voir Robert, Marcel, machin, il dit, tu le fais, hein, parce que moi, si je suis là, c'est encore grâce à ça. Hein. Est-ce que ça a un impact réellement? Et c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour l'avoir impact, il faut commencer à en parler. Bah, commencer. Ça fait quelques années que j'en parle, mais même je le distribue. Avant, on ne pouvait pas le distribuer. Maintenant, je le distribue. Et je dis même au mari, il y a la femme qui est là pour faire sa colo, machin. Hop, je donne le test à son mari en disant bah, vous ne voulez pas, bah, je vous le donne, vous me le faites. Et puis, il y a Janine qui va lui dire tu le fais le test. Hein. C'est comme ça qu'on fait. Pour les personnes après 74 ans, ont-ils la possibilité de demander à leur médecin de le test, il ne sera pas lu. Il ne sera pas lu? Non. Ah non? Parce que j'ai dit une bêtise cet après-midi, il y a une dame qui me l'a demandé. J'ai dit écoutez, votre médecin fait une prescription et puis. C'est une autre chose. Non. Alors, c'est une recherche de sang dans les selles par test radio-immunologique. Ça, oui. Mais c'est un examen médical. Ce n'est pas par la poche bleue. La poche bleue, elle ne va pas marcher. Il ne faut pas l'envoyer chez Cerba, ils vont la jeter direct. Vous êtes en dehors du cadre. C'est pour ça que nous, on pousse à augmenter l'écartement, mais ça va coûter plus cher, et d'aller 78, voire 80 ans. Mais pour l'instant, ce n'est pas validé, et ce n'est pas accepté surtout. L'État a dit non, et Cerba, ce n'est pas la peine de lui envoyer. Hein. Et pourtant, il semblerait que ça coûte moins cher de faire de la prévention jusqu'à 85 ans plutôt que de soigner ensuite, de prendre en charge des protocoles de soins qui coûtent un argent fou. C'est clair. Mais, alors, attendez, on est un peu fautif. L'État réfléchit. Pas toujours très bien, mais il réfléchit quand même. Il réfléchit, il fait un rapport entre le coût que va lui coûter une campagne de dépistage et l'économie de coûts de soins des patients traités plus tôt ou dépistés et polypectomisés. Bien. Et ils ont fait des modélisations, parce qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent là-haut. Et c'est comme ça qu'ils calculent les taux et tout ça. Et ça marche. Une condition. Que le taux soit supérieur de réalisation de ce test soit supérieur à 50% de la population. En Europe, on est mauvais, hein, on est à 35. Attendez, le premier test de dépistage qui a été fait par la CPAM était à 25%. On a relancé la chose avec la CPAM, on a fait différemment, 47%. Là, actuellement, ça baisse. Alors qu'en Europe, ça marche. Italie, 56%. Hollande, 60%. C'est les chiffres que j'ai appris il y a 3 jours. Donc, d'accord, les Hollandais, ils sont comme ça. Il n'empêche qu'ils font ce qu'on leur demande. Et le Français, il fait ce qu'il a envie. Ça pose problème. Les Italiens, ils ne sont pas carrés. Et ouais, non, mais quand on leur pose un dépistage, ils le font quand même. C'est compliqué le système de santé italien, mais ils font des trucs plutôt bien, quoi. Donc, si on fait moins de 40%, ça n'aura pas d'intérêt en termes d'économie de vie, mais ça coûte du pognon. Donc, on a 2 fois tort. C'est pour ça qu'on se bouge en disant, on a tout ce qu'il faut maintenant. Maintenant, nous, on sent un nouvel élan depuis 2024, je vous le dis, je le pense. Et ce nouvel élan, on veut y participer, on veut continuer de le pousser
pour que ça redémarre, comme on sait faire, comme on a fait. Il y a eu des tas de facteurs, dont le Covid, qui ont fait que ça a plongé. Ce n'est pas une raison pour se garder les mains dans les poches. Parce que c'est, comme vous l'avez dit, c'est le moyen le plus simple, le moins cher et le moins dangereux de trouver des lésions, quand même, sapristi. Donc, en résumé, sensibilisation, Ouais. Et le faire. Si on en a convaincu que c'est déjà ça, ça valait le coup de se laisser. Attendez. Quand on en voit un qui est positif et à qui on trouve des polypes bénins et qu'on résèque, ce matin, ce soir, là, c'est le dernier que j'ai vu, tout bénef pour lui. Et pour nous, on se sent mieux, on se dit, on a fait du bon travail. Bon, les taux je vous ai dit 2021, vous m'avez envoyé 2023, mais globalement, on est dans les chiffres. Allez, mais on y croit, il faut qu'on se bouge. Vous avez parlé de malbouffe. Oui, clair. C'est directement corrélé. Oui, enfin que ça. Les Africains, 10%. Vous l'avez vu, c'était en vert en Afrique. Pourquoi? Ça y est, ils sont taquins quand même, monsieur Coca-Cola et monsieur McDo, il arrive en Afrique. Mais la génération d'avant, ils bouffaient que du manioc et des fibres. Donc, pas de problème, ils n'avaient pas de cancer du côlon. D'accord? Maintenant, ils vont devenir obèses, diabétiques. En plus, ils boivent de la bière et ils vont faire comme les Chinois et les Indiens. Ils vont avoir des gros problèmes de santé ultérieurs, rattrapés par le diabète et tout. Il ne faut pas me laisser parler là-dessus parce que ça va être terrible. Je vous ai cité 10% des cancers du côlon chez les Américains et moins de 50 ans. C'est catastrophique. Nous, on est à moins de 5%. C'est uniquement lié à la malbouffe. Ils sont à un taux d'obésité, je dirais 40% à peu près, de surpoids à peu près. Tous les États sont en rouge actuellement aux États-Unis. Surpoids 70%. Donc, par des tas de facteurs. Ça joue, et en plus, il faut savoir que l'obésité et le surpoids et la malbouffe va modifier le microbiote qui a des actions pro-inflammatoires, donc va faire muter les petites cellules et va créer des polypes et ou des cancers. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la malbouffe va créer un syndrome inflammatoire diffus. Alors, oui. C'est prouvé, l'obésité est également prouvée sur le cancer du cardiaque, le cancer du pancréas en partie, mais pas rigoureux, le cancer de l'utérus, probablement le cancer du sein, mais c'est surtout le tabac, le cancer du sein. Et le cancer du foie surtout, ah oui, en pleine explosion. Ouais. Aux États-Unis, l'obésité et la cirrhose, la fibrose hépatique liée au dysmétabolique métabolique est responsable c'est la deuxième cause d'hépatocarcinome aux États-Unis, transplanté. C'est la première cause de transplantation hépatique. Oui. On se dit, mais attendez, ils creusent leur tombe avec la fourchette. Hein. C'est complètement dingo. Et dans les restaurants de malbouffe aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes quantités que nous, on a en Europe. Bah, je te rassure, attends. Cet après-midi, 17h40. Cet après-midi. Un petit gamin, 12 ans, plus grand que moi. Comme ça. Je lui dis, tu as mangé? Il me dit, ouais. J'ai mangé quoi? Des chips et des cacahuètes. Ok, bon. Je lui fais sa fibroscopie, je trouve les chips et je vois des gouttelettes d'huile dans son estomac. Il avait bouffé à midi, hein, je l'ai fait à 5h30. Normalement, il n'y a plus rien. Et puis je lui dis, ah ouais, mais tu manges jamais de légumes? J'aime pas ça. Jamais. Bon, en plus, il était cœliaque et il mangeait des pizzas. Et cœliaque, c'est une allergie au gluten. Une vraie allergie au gluten. Et il mangeait des pizzas. Alors, il cumulait les problèmes. Sa pauvre mère se battait contre un moulin à vent. Bien. Mais lui, c'est typique. Il ne mangeait que de la malbouffe. Et il a 12 ans. Donc, lui, c'est le candidat idéal pour des complications ultérieures. Et il ne suit pas son régime. Ça, c'est un autre problème. Ouais, mais enfin, il n'y a pas. Ouais, c'est vrai. Mais sa mère, elle rame, mais bon. Ah oui, mais c'est jamais simple. Hein, non. Donc, ouais. Attention à la malbouffe. Bon, un McDo tous les 3 ans, ça va. Hein.
Mais bon. On va continuer, en tout cas, très intéressant. Le docteur il va pouvoir vous en parler d'une voix. C'est très intéressant. Donc, vous avez eu affaire à tous les spécialistes, gastroentérologues, chirurgiens, radiothérapeutes, médecins. Je voulais vous parler en tout cas de la prise en charge là, des patients qu'on a développé sur la clinique Calabé, enfin, que vous connaissez, c'est notre clinique qui fait de la chimiothérapie. En fait, je me suis interrogé à un moment donné, puisque les gens venaient en fait faire leur chimiothérapie et finalement repartaient après chez eux, et puis revenaient, repartaient chez eux. Et en fait, j'avais envie de connaître un petit peu eux ce qu'ils pouvaient ressentir aussi, parce qu'en fait, nous, les soignants, je suis un ancien infirmier, donc je dis nous les soignants, les patients partent, mais on n'a pas vraiment le ressenti. Et donc, je voulais faire participer les patients qui avaient eu une chimiothérapie à faire une rencontre avec l'équipe paramédicale et la cadre en fait, du service pour qu'ils puissent verbaliser, en tout cas, par rapport à différents points de leur prise en charge en chimiothérapie. Donc, on a appelé ça guidance, qu'on a mis en place, ce que je vous disais en introduction. En fait, c'était associé donc à davantage l'usager, donc à la condition de sa prise en charge, et surtout construire avec lui son parcours, ou en tout cas l'améliorer. C'est-à-dire que je vais vous présenter 5 points en fait que j'ai mis en action, sur lesquels en fait il y aura des réunions qui sont faites. Donc c'est une démarche libre, donc vous pouvez lire, hein, sur la prise en charge. Donc c'est sur l'accueil du patient, l'information du patient, la prise en charge de la douleur, sur la prise en charge globale et la sortie de retour à domicile. Ces 5 points-là, en fait, c'est des points qui reviennent souvent sur les patients, mais pas qu'en chimiothérapie, mais en tout cas aussi les patients en chirurgie ou en médecine, en tout cas tout ce qu'on peut vivre quand on a été hospitalisé. Et donc, je voulais qu'on puisse débattre autour de ça, c'est-à-dire que le patient va faire le premier thème, qui est l'accueil du patient. Donc, avec l'équipe paramédicale, infirmière et de cadre, on va pouvoir discuter autour de ça pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et derrière, en fait, s'il y a des problématiques, donc on écoute, en fait, on vous écoute, et derrière, ça nous permet de mettre en place des actions ou de changer nos organisations pour que votre accueil soit mieux organisé, en tout cas que vous soyez vraiment pris en compte, parce que souvent, on n'écoute pas assez, ou enfin, ces dernières années, on n'écoute pas assez aussi le patient dans sa prise en charge. Et donc, effectivement, sur l'information, est-ce qu'on vous a donné les bonnes informations? Est-ce qu'il y a des choses qui vous voulez d'avoir plus de précision sur la prise en charge de la douleur? C'est important. Est-ce que vraiment, pendant votre chimiothérapie, la douleur a été bien prise en charge? Si à la maison, vous avez mal, quand vous venez, est-ce que vous avez mal, etc. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous, qu'on a mis en place, qui a commencé en janvier. Donc, il y a eu une première réunion justement sur l'accueil du patient, et donc derrière, où on a eu déjà des retours et des actions qui vont être mises en place, puisqu'en fait, ce sera des réunions qui seront tous les trimestres, et en fait, on se donne 3 mois, par exemple, sur des actions sur l'accueil du patient, par exemple, si c'est des fauteuils qui ne sont pas confortables, s'il manque du matériel, ou peu importe. Ça nous laisse 3 mois pour réaliser et changer ces organisations, et derrière, quand on refait une réunion, donc les gens peuvent revenir, en tout cas ceux qui ont été dans le premier modèle, et derrière, on va leur montrer en fait ce qu'on a mis en place, qu'on puisse toujours être dans quelque chose dans l'amélioration, et en tout cas dans la prise en charge optimale du patient. Donc, voilà, je voulais vous en parler. C'est tout nouveau, hein, donc on va avoir donc des réunions tous les trimestres, comme vous pouvez voir. Donc voilà, avec vraiment des indicateurs où on prend en charge vraiment toute l'expérience du patient qu'on retranscrit.
Je voulais parler également du bilan sur la stomathérapie. Le docteur Charret vous a parlé en fait de l'anus artificiel, si vous vous souvenez bien, donc avec soit l'iléo et la colostomie. Donc on a décidé cette année, en fin d'année, surtout en janvier, de créer un parcours, ce qu'on appelle HDJ ambulatoire sur la stomathérapie. La stomathérapie, en fait, c'est la prise en charge en fait, de votre anus artificiel, qui est soit une colostomie, soit une ilostomie. Digestif. Donc, et donc, du coup, le patient, en tout cas quand il aura sa chirurgie programmée, ou le chirurgien, si je ne me trompe pas, Dr Charret pour intervenir, c'est s'il y aura une colostomie normalement, enfin en tout cas sur la chirurgie du côlon, ou une élostomie en fonction de l'endroit, comme il vous a expliqué, qui va opérer. Donc, il y a un bilan préopératoire qui se fait un mois avant la chirurgie programmée. C'est le vendredi ici, c'est le vendredi où on organise ça. Donc le vendredi, les patients donc, sont pris en charge par une IDEX, une infirmière en fait de coordination qui va, en fonction du chirurgien qui va décider, qui va organiser votre parcours. C'est-à-dire que le patient va avoir programmé une stomie dans un mois, donc il va être appelé, le vendredi il va venir à 9h, il va être pris en charge en fait, comme j'ai pu décliner, par différents intervenants, pour lui expliquer ben voilà comment ça se passait, parce qu'en fait, d'avoir une stomie, c'est quand même, voilà, c'est au niveau de l'image corporelle, donc on fait intervenir un psychologue, on fait venir une diététicienne qui va participer aussi sur l'alimentation, parce qu'après une stomie, en tout cas, bah, il y a un régime alimentaire, il y a des choses qui vont se passer, et surtout, l'intérêt, c'est d'avoir une infirmière stomathérapeute. C'est un DU, une spécialité qui est liée à cette prise en charge sur la stomie, qu'elle soit digestive ou urinaire, mais là on parle du digestif. Et donc, elle reçoit le patient, donc c'est des entretiens qui durent entre une demi-heure et 45 minutes, et elle va vous expliquer tout ce qui est autour de la stomie, etc. Donc ça, c'était important. Donc ça, c'est le premier parcours un mois avant. Donc, parce qu'en fait, vous allez voir, il y a deux parcours qui sont liés à cette prise en charge. Donc, comme vous avez pu voir, hein, les différents intervenants qu'on met en place. Et le deuxième parcours, donc, vous avez été opéré, il y a un bilan post-opératoire qui est fait, vous avez été opéré de rien, vous avez été expliqué dans votre premier parcours. Et donc, vous revenez, et donc là, on refait une évaluation par rapport à votre somnie, au retour à domicile, qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux soins, est-ce qu'il y a des problématiques, et donc on refait en tout cas un check comme on a fait au premier mois, mais là, c'est le post-opératoire. Donc, vous voyez la diététicienne, est-ce que au niveau alimentation, ça va? Est-ce que votre stomie, vous la supportez bien? Donc, vous revoyez aussi l'infirmière stomathérapeute qui fait vraiment encore un check-up par rapport à ça, la psychologue par rapport à l'image corporelle et tout ça. Donc, c'est vraiment une prise en charge, en tout cas autour de cette chirurgie digestive, sur la ce qu'on appelle la stomathérapie, qui a commencé fin décembre, mais qui est vraiment active à partir de janvier, c'est tous les vendredis. Donc, fait que je vous en parle quand même, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est, je trouve, très bien pour le patient, surtout dans cette prise en charge et sur la visualisation en fait de la dégradation, parce que d'avoir une stomie, c'est jamais quelque chose qu'on désire, en tout cas à la base. J'ai laissé intervenir Isabelle pour clôturer. En tout cas, je vous remercie, moi tous les intervenants. Et je vais un peu transgressé, mais je vais aussi remercier toutes les équipes paramédicales qu'on a aussi sur notre plateau, qui permettent de prendre en charge tous ces patients de chirurgie digestive, et toutes les équipes en tout cas qui sont autour, qu'elles soient techniques, paramédicales, médecins. Donc pour moi c'est important aussi, parce que sans eux, on ne pourrait pas vous prendre en charge correctement. Voilà, merci. Alors, nous aurions dû accueillir M. Yann Baudou, président de l'association Cancer 47, qui pour des raisons personnelles ne peut pas être avec nous. Peut-être qu'il est en visio et donc nous l'embrassons. Action Cancer 47, c'est 25 ans d'existence. Avant, c'était le comité féminin. Je ne vais pas vous faire la présentation à sa place. Moi, la seule chose que je vais dire, c'est voilà, un partenaire historique de la clinique.
comme maintenant les autres associations aussi. Nous avons des membres dans la salle et Action Cancer 47, c'est le financement de toujours beaucoup de projets. Et par exemple, le dernier financement qui a été fait, c'est un don de tablettes pour les patients de cancérologie. Donc, nous en avons ici aux soins palliatifs sur la clinique Calabé pour les patients de chimio. Et ce sont des tablettes qui leur permettent de passer un petit peu le temps avec des accès divers sur Internet et surtout sur le projet initial des podcasts Écoutez-vous qui avait été aussi montré par des personnes, des professionnels de l'établissement. Voilà, donc merci à eux et puis la présentation de l'association sera pour une prochaine conférence. Voilà. La clinique, madame et messieurs, docteur. Et puis, je vous invite à partager et continuer à discuter si vous le souhaitez autour d'un petit buffet. Oui, voilà. Merci à tout le monde. Merci à vous.